Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste pour cette capsule santé où je retrouve Camille. Bonjour Camille. Salut Arnaud, ça va ? Ça va bien, je te remercie. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je t'accueille à nouveau sur Lyon pour l'enregistrement de cet épisode et pour m'accompagner dans la présentation de celui-ci. Mais nous ne serons pas seuls puisque nous avons un expert ce jour avec nous pour nous accompagner sur le sujet. Le sujet du jour, justement, va fortement vous intéresser et va intéresser d'ailleurs tous les sportifs, les cyclistes qui nous écoutent dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la compréhension approfondie de la santé du poids à travers l'analyse de la composition corporelle. Oui, aujourd'hui nous allons plonger dans les détails de cette méthode cruciale qu'est l'analyse de composition corporelle. Parce que c'est bien plus qu'un simple indicateur sur la balance, l'analyse de la composition corporelle, elle offre une perspective complète en décomposant le corps en ces 4 grandes composantes, en fait, parce qu'on parle souvent de la masse grasse et de la masse musculaire, mais on ne parle pas assez aussi des minéraux et de l'eau corporelle, donc on va pouvoir parler aujourd'hui de tout ça, et on a le plaisir de recevoir un expert émérite du sujet, Mathis Lecoq-Housset. J'espère que je prononce bien. Exactement, c'est bien comme ça que ça se prononce. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous, Arnaud et Camille, pour pouvoir échanger donc sur le sujet, sur tout ce qui est analyse de la composition corporelle et puis notamment un élément crucial qui est donc la masse grasse. Ouais, tout à fait. Donc Mathis, je le dis pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore. Tu es diététicien, tu es aussi chargé de projet chez InBody France. Et InBody France, si je ne dis pas de bêtises, c'est le spécialiste français de l'analyse de composition corporelle pour les pros de la santé. Exactement, c'est ça. InBody, alors c'est une entreprise internationale. En fait, le siège est en Corée. En fait, l'entreprise est sud-coréenne. Et donc aujourd'hui, voilà, on est présent dans un peu plus d'une centaine de pays dans le monde et on a des appareils partout sur toute la terre et notamment si on prend qu'en France, on est présent à l'INSEP, à la Fédération française de judo, l'AP-HP, enfin voilà, dans de nombreux hôpitaux, cliniques et aussi bien chez des diététiciens que vous pouvez retrouver autour de chez vous, que dans des salles de fitness, que dans des pharmacies, que dans des centres de santé au travail. Voilà. On est présent un peu partout là où il y a besoin d'avoir une analyse fiable et précise sur laquelle se baser pour pouvoir poser des prises en charge derrière, que ça soit du sport ou d'autres de santé. Bon, on va creuser tout ça. En tout cas, au cours de cet épisode, nous allons explorer les nuances de cette méthode et comprendre pourquoi elle est essentielle pour une vision holistique de la santé et du bien-être. Donc Mathis, tu vas nous guider à travers les aspects scientifiques, les applications pratiques et l'impact sur la santé globale. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, moi, Mathis, sur le sujet, avant qu'on plonge un petit peu plus dans les chiffres et tout ça, est-ce que tu peux nous partager brièvement ton parcours et ce qui t'a passionné dans ce domaine qu'est l'analyse de la composition corporelle? Si tu peux nous dire juste en quelques mots, voilà, comment t'es arrivé là, toi? Ouais, bien sûr. Alors en fait, moi de base, je suis pas trop du milieu scientifique. J'étais dans l'hôtellerie-restauration, dans la gastronomie pendant plusieurs années. Puis après, je me suis orienté donc vers la nutrition sportive. Sur voilà un diplôme qui s'appelle, qui donne le titre de chargé de projet en nutrition du sportif. Puis derrière aussi le diplôme de diététicien. Et donc après, en parallèle de tout ça aussi, donc je suis triathlète, en première division pour ceux qui connaissent un petit peu les divisions en triathlon. Et donc, forcément, tout ce qui était composition corporelle, j'ai toujours ça trouvé super intéressant de pouvoir avoir un feedback sur le travail que fait un professionnel, que ça soit de prépa physique ou justement dans la nutrition. Et ce feedback est super important et permet aussi d'aller un peu plus loin, notamment, on y reviendra, mais je pense avec le métabolisme de base qui peut être déterminé par rapport avec les appareils sur la masse maigre, qui permet d'avoir une donnée très précise très rapidement. Alors c'est vrai que quand on parle de masse grasse, de poids, tu parles de triathlon, division nationale, tout de suite on visualise tous ces grands champions, tous ces grands sportifs qui ont probablement un taux de masse grasse très très faible. En tout cas on assimile ça ou en tout cas on pense à la maigreur. Donc on va rentrer dans les détails et dans les détails justement pour commencer Mathis, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste une technologie, donc la technologie, je vais essayer de la prononcer correctement du premier coup, l'impédance-symétrie. Donc, comment fonctionne cet appareil ?
Alors la bioimpédancemétrie, du coup bio, bah voilà pour la partie vivante et impédance, c'est le temps en fait que va mettre le courant électrique, donc un courant basse fréquence, pour aller d'un point A à un point B. Et en fonction des différentes fréquences qu'on va utiliser, on va pouvoir en ressortir différents, ce qu'on va appeler compartiments, c'est-à-dire bah, le compartiment hydrique, ensuite protéique. Ensuite, on aura le compartiment des minéraux, donc ça sera l'ossature, mais aussi tout ce qui est cartilage, ligaments et tendons. Et enfin, on aura donc la masse grasse. Et donc, avec tous ces compartiments-là, on a une analyse voilà, globale de la personne. C'est intéressant parce qu'on est bien loin de la fameuse pince. Tu sais, moi je discute avec beaucoup de cyclistes professionnels qui ont été traumatisés par le passé, par les entraîneurs qui leur courent après avec cette fameuse pince pour mesurer leur taux de masse grasse. Donc là, ce que tu nous expliques, c'est beaucoup plus scientifique que les méthodes d'il y a plusieurs dizaines d'années. Et quelles sont les différents métriques que l'on peut justement mesurer aujourd'hui grâce à cette technologie? Alors, avec ces technologies, on va pouvoir analyser donc la personne de manière globale, comme je le disais, sur différents segments, le haut, la masse musculaire, les minéraux, donc l'ossature et la masse grasse. On va pouvoir aussi le faire au niveau segmentaire, c'est-à-dire les deux bras, les deux jambes et le tronc. Et donc, ça va permettre d'aller un peu plus loin dans l'analyse et notamment de pouvoir analyser la graisse viscérale. Cette fameuse graisse qu'on ne voit pas forcément parce qu'elle est autour de nos viscères. Alors, on en a besoin, on en a quand même besoin, mais c'est surtout un élément qui peut être à risque pour la santé. Et donc, par rapport à ça, voilà, on va pouvoir vraiment analyser donc, tous ces paramètres-là et aller un peu plus loin. Donc, comme je disais, sur le métabolisme de base. Alors, le métabolisme de base, c'est ce que consomme une personne au repos. C'est-à-dire, voilà, le matin, à partir du moment où il y a un pied hors du lit, on consomme plus que ce métabolisme de base. Et donc, il est indexé, du coup, par rapport à la masse maigre de la personne, donc sa masse musculaire. Ok, et aujourd'hui, c'est qui exactement les utilisateurs de cette technologie? Tu nous l'as un peu dit en intro, mais qui va aujourd'hui se faire mesurer? Et si demain, moi, par exemple, j'ai envie de le faire, où est-ce que je peux aller le faire? Alors aujourd'hui, les personnes qui sont mesurées, c'est vraiment tout type de sportif. Ça va vraiment du débutant à la personne qui commence le sport et qui est dans une salle où il y a un appareil, à la structure professionnelle de haut niveau, que ça soit dans le foot ou encore dans d'autres sports, notamment le cyclisme. Donc ouais, vraiment, ça peut être tout type de personnes, même aussi dans l'accompagnement sur une partie bien-être santé, on a aussi du coup des professionnels qui ont ce type d'appareil. Et donc, pour revenir un petit peu sur où est-ce que tu peux faire un bilan in-body, bah, tu peux vraiment le faire n'importe où en France. On a plein de structures. Sur notre site, on a une carte de France de tous les endroits, de tous les professionnels qui sont équipés. Et donc, du coup, ça permet de pouvoir aller et trouver un lieu pas très loin de chez soi. Et du coup, donc, on a parlé de la masse grasse. En fait, c'est quoi exactement, si tu sais le résumer, je ne sais pas si c'est simple ou non, mais comment est-ce qu'on mesure la masse grasse et en quoi c'est important, enfin en quoi c'est un indicateur de santé en fait, la masse grasse? C'est vrai que tout à l'heure, hein, cette question est intéressante parce que tu sais, moi je faisais le parallèle avec ces coureurs très très affûtés. On est toujours à la recherche d'être le plus maigre possible, d'être le plus léger possible. Et ça a forcément un impact sur le rapport poids-puissance. Parfois on est peut-être trop maigre et donc on ne peut pas donner tout le potentiel physique que l'on pourrait si on avait peut-être 1 kilo en plus et là avoir un rapport poids-puissance beaucoup plus intéressant. Je trouve cette question, moi, très très pertinente. Alors, ouais, complètement. Alors, pour parler des deux, je pense qu'on peut pas parler de masse grasse sans parler de masse musculaire, et c'est vraiment l'équilibre entre ces deux masses qui vont faire la puissance d'un athlète. Si vous voulez, alors aujourd'hui, c'est vraiment du cas par cas. Des fois, on va être surpris, des fois même par les résultats. Moi, le premier, des fois, j'ai fait passer des dizaines et des dizaines de bilans. Je peux rester toujours des fois surpris sur un bilan par rapport aux résultats, parce qu'on a forcément toujours des a priori, et même dans la performance ou ailleurs. Et donc, moi, j'ai vu des fois des athlètes qui sont très secs et au final, on se rend compte que en leur faisant prendre un peu de poids, donc forcément, ça va être un peu de masse musculaire, mais aussi un peu de masse grasse, ils vont être plus performants. C'est vraiment l'équilibre entre ces deux-là. Et donc, la notion pour définir vraiment la masse grasse, bah, en fait, c'est un tissu qui permet de stocker de l'énergie. Il est présent donc partout dans notre corps. Chez les femmes, du coup, plutôt autour des hanches et au niveau des cuisses, et chez les hommes, plutôt au niveau du ventre principalement. C'est là où on va stocker un peu plus. Et après, on le stocke de manière générale en fonction de chacun et de sa génétique. Des fois, ça peut être assez un peu aléatoire. Mais voilà, c'est un tissu de stockage et il est plus que ça, vu qu'aussi il va fournir certaines hormones. Et donc, euh, voilà, le fait d'être très affûté est intéressant forcément pour ce rapport poids-puissance, mais c'est aussi intéressant de le travailler, voilà,
comme les entraîneurs parlent beaucoup de périodes d'affûtage, c'est pas pour rien, c'est que ça dure une période. Ah, il y a un moment où forcément on va reprendre un peu de poids et c'est normal. Est-ce qu'il y a un pourcentage par rapport au poids de forme, où on peut se permettre et un poids auquel on ne peut plus se permettre d'y aller? Tu vois, est-ce que on peut se permettre de prendre, je sais pas, 1%, 5%, je sais pas. Est-ce qu'il y a un ratio par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Alors, il y a un intervalle, on va dire, de santé qui est chez l'homme d'être entre 10 et 20%. Après, sur les appareils, lorsqu'on fait un bilan, on arrive à quelque chose de plus précis vu qu'on a des masses en kilogrammes. C'est un peu plus intéressant. Et pareil pour les femmes, c'est entre 18 et 28. Si on va se focaliser, par exemple, que sur les hommes dans un premier temps, on va avoir du coup un ratio, on va dire, on dirait qu'un athlète sera athlétique entre 8 et 13% de masse grasse. Aujourd'hui, c'est à peu près, voilà, tous les athlètes qui font un sport d'endurance sont à peu près dans ces tranches-là. Euh, Ensuite, après, être un peu au-dessus, ça va vraiment dépendre du profil de chacun. Et je pense qu'il faut pouvoir se tester et voir un petit peu à quel moment on se sent le plus performant. Et pour les femmes, du coup, il y a, donc c'est pareil, donc une femme, du coup, entre 18 et 28. Et le petit bémol à prendre en compte, c'est aussi que lorsqu'on va faire une mesure, la poitrine, c'est aussi en partie de la masse grasse. Et donc, du coup, des fois, on va avoir des femmes qui vont être très affûtées avec une poitrine plus ou moins importante et donc le taux de masse grasse sera un peu plus élevé. Donc, il faudra pas forcément descendre en dessous d'un certain seuil. Et à l'inverse, on aura des femmes des fois qui auront un taux de masse grasse un peu plus élevé avec une poitrine un peu plus faible qui elles pourront s'affûter encore un peu. Donc, c'est un équilibre à trouver. Mais voilà, l'idéal de santé est entre 10 et 20. Un athlète en bonne santé, il va être aux alentours entre on va dire 8 et 13. Et pour une femme, du coup, on sera un peu plus haut. Forcément, on sera entre 14 et 24 à peu près. Et c'est dans la continuité des différents échanges qu'on a eus justement avec Camille sur les podcasts précédents. Donc c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on avait déjà évoqué. Mais tout à l'heure, on a parlé d'une technologie. Moi, je t'ai parlé de la fameuse pince. Mais quelles sont les différentes méthodes pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui veulent performer ou juste se faire plaisir, le poids, que ce soit course à pied, vélo ou dans d'autres sports à son importance, quels sont aujourd'hui les outils ou les méthodes pour mesurer son taux de masse grasse? Est-ce qu'un sportif peut le faire seul ou est-ce qu'il est obligé de consulter un professionnel? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? Alors en fait, des bioimpédancemètres, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y en a de toutes sortes, de tout type. Aujourd'hui, c'est vrai que alors la technologie professionnelle sera forcément plus pertinente si jamais on veut aller un peu plus loin et puis surtout être accompagné. Après, aujourd'hui, il existe des bioimpédancemètres forcément qui sont un peu moins pointus et qualitatifs, j'aurais tendance à dire dans les résultats, mais qui peuvent quand même avoir un peu leur pertinence, qui peuvent être achetés par tout le monde, en fait, qu'on peut trouver un peu partout dans Internet ou encore en grande surface. Et voilà, ça c'est que pour la bioimpédancemétrie. À côté de ça, il y a d'autres outils. Tout à l'heure, tu parlais de la passe applicutanée. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un outil qui est encore utilisé, qui peut des fois, dans certains cas, être encore pertinent. Mais pareil, l'utiliser tout seul, souvent c'est plus un professionnel qui va l'utiliser. Après, on va avoir d'autres outils, mais qui sont vraiment plus là du corps médical. Je pense à la plethysmographie, l'hydrodensitométrie. C'est le principe en fait de mesurer, par exemple, l'hydrodensitométrie. On plonge quelqu'un dans de l'eau et en fonction du delta, on va se rendre compte de sa masse corporelle et de sa masse grasse. Voilà. Et puis à côté aussi, on a le DEXA, qui est donc tout simplement un balayage du corps avec des rayons X, qui permet aussi de mesurer le corps. En fait, aujourd'hui, la bioimpédancemétrie et la passe applicutanée vont être les éléments qui vont être les plus utilisés et parce que ils sont les plus simples à mettre en application. Et Mathis, moi j'ai une question là-dessus, au sujet des impédancemètres qu'on peut avoir chez soi, donc qu'on peut acheter, comme tu le disais, en grande surface, etc. Et je sais qu'il y a pas mal de marques qui se lancent là-dedans. Moi, on m'avait expliqué que en fait, le pourcentage de masse grasse, de masse osseuse, etc. qu'on te donnait, c'était uniquement calculé sur les métriques que tu allais rentrer dans l'app. Genre, je mesure 1m63, je pèse 50 kg, j'ai 39 ans. Et du coup, ça me donnait, tu vois, des compositions approximatives en fonction de ma taille, mon âge, mon poids, mais que derrière, il n'y avait pas vraiment cette techno comme vous l'avez en fait dans les appareils et que c'était vraiment quelque chose de... Voilà, qui n'était pas forcément très très juste en termes de mesure, qui te donnait une vague idée, mais que tu aurais pu avoir en fait juste en rentrant ça dans un calculateur, quoi.
exactement ça. En fait, aujourd'hui, on va avoir deux types de technologies. On va avoir une technologie qui va utiliser ce qu'on appelle des données empiriques. Donc, comme tu le disais, on va rentrer l'âge, le sexe, le niveau d'activité physique. Puis, en fait, derrière, donc ça va faire 50% de la donnée. Et puis, voire même des fois un peu plus. Et puis, le reste sera donc tout simplement la mesure de bioimpédance. Euh, et donc, c'est vrai que c'est dommage parce que forcément, chaque personne est unique et donc les résultats seront biaisés, faussés, un peu plus vague. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a réussi, à l'époque, hein, maintenant, il y a de ça quelques années, à développer une technologie qui permet d'exclure ces données empiriques et statistiques. Alors, bien sûr, on donne des intervalles toujours de santé pour pouvoir situer la personne, mais les données sont brutes, c'est-à-dire, voilà, on sait combien on a d'eau dans le corps, on sait des fois même combien on a d'eau intra ou extracellulaire en fonction de nos appareils, on connaît notre masse maigre, on connaît notre masse minérale, et après, on a donc forcément cette fameuse masse grasse. Donc ouais, il y a deux types de technologies et forcément la précision peut être un peu plus vague. Pour avoir déjà testé, j'ai fait la différence. Enfin, j'en ai testé forcément énormément. C'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup penché avant même de rentrer chez InBody. Et c'est vrai que on m'indiquait à 2 semaines d'intervalle 14% de masse grasse. 2 semaines après, on m'indiquait 8%. Comparé avec, par exemple, le test que j'avais fait chez le médecin du sport avec la passe cutanée, j'étais à 9 sur la passe cutanée, j'étais à 8 du coup sur l'appareil InBody. Là, c'était un peu plus cohérent. Donc, oui, ça vous donne une première image, mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est des données qui sont pas assez précises et en fonction de si on change une donnée ou une autre, le résultat va changer du tout au tout. Ok, du coup, si j'ai bien compris, si on utilise une techno avec un bioimpédance-mètre, l'âge, le sexe et peut-être d'autres facteurs vont pas vraiment influencer ces mesures-là. Tu vois, Alors, ça va pas varier fonction de ça. ça va pas varier sur aujourd'hui une ou deux technologies qui ont été créées. Donc nous aujourd'hui on a cette non-utilisation des données empiriques et après aujourd'hui tout ce qui existe, ils essayent de pallier en créant toujours plus d'algorithmes derrière. C'est vraiment deux types de technologies en fait. Dans la bioimpédancemétrie aujourd'hui il y a vraiment du coup deux parties qui vont se dissocier. Ok, très clair, merci. Autre question, du coup, c'est hyper intéressant déjà, donc merci beaucoup. Je me pose la question aussi de l'interprétation des différentes mesures. Est-ce que, tu vois, pour les hommes ou les femmes, il y a des valeurs qu'on va considérer comme saines? Genre, je sais pas, il faut avoir 20% de masse grasse, puis genre 40% c'était minéraux, puis après t'as tant d'eau. Est-ce que vous avez un peu comme, tu vois, l'IMC c'est complètement démodé, mais des sortes de stats qui permettent de dire, là t'es vraiment dans des valeurs saines, et là il y a peut-être quelque chose à retravailler, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Euh, il y aura vraiment des valeurs pour la femme et pour l'homme parce que en termes de besoins énergétiques et de stockage énergétique, les hommes et les femmes sont différents sur ces plans-là. Euh, on va du coup avoir des valeurs qui sont différentes, comme je le disais tout à l'heure. Un homme en bonne santé entre 10 et 20, une femme entre 18 et 28. Et après, donc, les gens qui vont être au-dessus, là, potentiellement, c'est là où il faudra faire attention. Il y aura peut-être des problématiques de santé qui pourront apparaître à court terme ou à long terme. Après, comme je le disais aussi, il y a la graisse viscérale qui est du coup une autre donnée à prendre en compte. Et au final, sur les bilans, on peut se retrouver avec une cinquantaine de données. On peut vraiment affiner au fur et à mesure le choix des informations. Et donc, tu me parlais d'IMC, c'est assez drôle. On a une valeur qui est assez intéressante, ça s'appelle l'IMS, donc c'est l'index de masse musculaire squelettique. Alors, dans le milieu sportif, aujourd'hui, j'ai pas vu d'études qui l'utilisaient, mais en revanche, dans le milieu médical, on l'utilise pour se connaître, savoir si on a des personnes en dénutrition en fait en face de nous. Dénutrition, donc le manque de masse musculaire dû à une pathologie, une problématique de santé ou au vieillissement. Et donc, ouais, donc on va avoir voilà, tous ces éléments-là qui gravitent dans un bilan et qu'on va pouvoir les sélectionner en fonction de nos besoins. Tu nous donnes des indices de référence pour l'homme et pour la femme, mais on observe tous aujourd'hui avec les réseaux sociaux des sportifs, que ce soit des triathlètes, des marathoniens ou des cyclistes, et parfois l'état de maigreur interpelle, où je suis certain, ne serait-ce qu'en regardant visuellement un ou une sportif ou sportive, je suis certain et capable de te dire si y a des problèmes de santé derrière, ou si c'est pas
dans la période en cours, c'est forcément des problèmes qui vont arriver. Quels sont les risques d'être trop bas? Là, je parle vraiment pour les sportifs qui nous écoutent et qui sont des performeurs, des compétiteurs et qui, les taux que tu indiques étant la norme, sont pour eux de l'obésité presque, tu vois ce que je veux dire? Quels sont les risques d'être trop bas? Que ce soit pour les hommes, parce que c'est également différent si c'est une femme. Alors, si on commence chez les femmes, le fait d'être trop bas, on va avoir du coup des risques d'aménorrhée, c'est-à-dire on va avoir les règles qui vont s'arrêter déjà dans un premier temps. Ce qui est un vrai sujet, on entend de plus en plus de filles s'exprimer sur ça maintenant. On avait fait un très très bel épisode avec Camille sur ça. Il y a beaucoup de filles qui commencent à prendre la parole, que ce soit dans le vélo mais aussi dans le trail, sur ce phénomène. Ouais, il y a eu justement, moi, c'est ça en fait qui m'interpelle à chaque fois, c'est que vraiment aujourd'hui, quand on va faire, alors sur nous par exemple nos appareils, les bilans, on va avoir 2 fois le poids. Aujourd'hui, les gens sont vraiment focalisés sur le poids et c'est du coup cette grosse problématique de se focaliser sur le poids parce qu'au final, on est tous différents, on a tous une taille différente, on a tous une ossature plus ou moins différente, on a tous une masse musculaire différente et au final, on veut se comparer et donc on se dit ah oui, on veut perdre du poids. Donc ouais, les risques d'être trop bas du coup, donc déjà chez les femmes, va y avoir du coup cette problématique des règles qui vont s'arrêter. Ensuite, après, on va avoir forcément d'autres problématiques de santé, que ça soit de fatigue, du coup forcément une perturbation hormonale qui va rentrer en jeu. Chez les hommes, on va avoir du coup le même principe de fatigue, de perturbation des hormones, de la libido. Enfin voilà, il y a quand même toute cette partie-là aussi qui va rentrer en jeu. Et donc forcément, chez certains athlètes vont supporter être très bas et d'autres non. Et certains, en fait, ça va être un peu le cercle vicieux. Ils vont performer en étant toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas. Mais en fait, après, il y a un moment où c'est un peu le retour de bâton. Ils vont potentiellement être plus performants justement en ayant un peu plus de masse grasse et en développant peut-être un petit peu plus leur masse musculaire, plutôt qu'en continuant à aller chercher toujours cette masse grasse toujours plus faible. Et comment ça se manifeste, Mathis? Là, je veux dire, je pense aux sportifs qui nous écoutent et qui sont justement, je ne sais pas si on peut dire en danger, mais en tout cas qui sont trop maigres pour être performants. Quels sont les symptômes? C'est quoi? C'est de la fatigue, c'est de la perte de puissance, de la perte de vitesse. Tu as parlé effectivement, il y a un signe pour les filles, c'est évident, voilà, mais quel pourrait être, à part l'aménorrhée, ce risque pour les filles, mais aussi pour les garçons? Enfin, ça serait quoi les symptômes? Alors, les symptômes, ça serait vraiment une fatigue qui va être assez importante, du mal à récupérer. En fait, ça va s'approcher en fait du surentraînement, en partie, hein, bien sûr, pas complètement, mais ça va s'approcher du surentraînement. Du coup, donc avec une fatigue assez importante. Ensuite, par rapport à ça, pareil, avoir en fonction, mais du coup, des problématiques avec l'alimentation qui peuvent en découler, dans le sens où, alors, je prends juste un exemple, hein, c'est pas voilà, un cas général, mais j'avais un athlète, du coup, il mangeait énormément, du coup, il avait un métabolisme très rapide, il prenait pas forcément de masse grasse, et donc, du coup, au final, il se retrouvait avec un système digestif du coup qui pouvait être perturbé parce que du coup il y avait cette problématique de beaucoup d'entraînement, beaucoup de volume. C'est plus, je pense, surtout vraiment la masse grasse quand même, ça reste un stock d'énergie pour nous. Au plus on est bas, au plus du coup aussi il va falloir s'alimenter comme il faut autour. C'est bien pour ça d'ailleurs si on prend par exemple le Tour de France, on a des athlètes qui font des efforts de très longue durée, très intenses, ils s'alimentent énormément et on le voit, ils s'alimentent vraiment sur des tranches de une demi-heure, un quart d'heure. Enfin voilà, ils ont vraiment tout un système pour justement pallier à pour ne pas puiser trop dans leurs réserves. Et après, ça va être vraiment individuel en fonction de chacun, mais aussi ça peut entraîner une certaine fatigue mentale. Ouais, c'est vrai que généralement, le mental suit la fatigue physique par expérience, mais j'ai bien aimé ta réponse. Plus on est maigre, plus on doit s'alimenter et s'alimenter correctement. C'est pas beaucoup manger, tout ce qu'on trouve autour de soi, mais c'est bien manger et ça prend du temps, c'est un coût. Et merci pour cette réponse. Je laisse Camille continuer sur nos questionnements sur ça. Moi, j'ai une question genre très matérialiste. Mais là, tu vois, tout ce qu'on est en train de raconter, c'est hyper intéressant. Je me dis, si demain, moi, j'ai envie de posséder mon propre bioimpédance-mètre ou si j'ai envie de vraiment utiliser cette donnée plutôt que mon poids pour progresser, c'est quoi ta recommandation? Est-ce qu'il y a des choses à regarder quand on achète un appareil? Est-ce qu'il vaut mieux investir dans un appareil ou aller faire un suivi quelque part parce que l'appareil coûte très cher? Genre, si demain, ça devient, tu vois, on veut tous se mesurer comme ça, qu'est-ce que toi, tu recommanderais? Je pense pour moi le plus pertinent, c'est vraiment plutôt d'aller vers un professionnel qui a un appareil
tout simplement de qualité professionnelle, ça permettra vraiment de se baser sur des données plus fiables et donc de pouvoir travailler et surtout d'être un peu accompagné dans un premier temps à la lecture. Nous, aujourd'hui, tous les professionnels qu'on équipe, on les forme à la lecture. Parce qu'il y a énormément d'informations. Après, aujourd'hui, par exemple, avec nos clients fournissent, on a des applications du coup pour les clients de nos clients et donc pour tous ces sportifs et ça permet vraiment donc de pouvoir suivre son évolution. Et après, pour moi, factuellement, je trouve ça beaucoup plus intéressant à ce jour d'aller chez un professionnel. Ok, et du coup, vous êtes vraiment dans une logique de B2B où vous vendez qu'aux professionnels. En tant que particulier, on ne peut pas s'acheter son bioimpédance mètre. Ouais, aujourd'hui, ouais, nous, on vend que aux professionnels. Après, ça a vocation à évoluer peut-être un petit peu sur 2024. Ça, c'est encore des discussions. Bon, on s'en reparlera quand vous aurez décidé. Alors, mais non, moi, je trouve ça vraiment, vraiment super, super intéressant. Et est-ce que, bah, ouais, on en parlera peut-être quand vous lancerez un appareil ouvert au public, mais je pense aussi à tous les professionnels qui nous écoutent. Aujourd'hui, c'est quoi vos niveaux de prix à peu près, s'ils veulent s'équiper chez eux? Aujourd'hui, si vous voulez, on va en gros, de 3 000 à 20 000 euros en fonction de nos appareils. En fait, on a la même base technologique sur tous nos appareils. C'est seulement le niveau des informations qui vont être données qui vont être modifiées. Si vous voulez, on va avoir des données forcément de masse musculaire, de masse maigre, d'eau et de masse grasse sur l'ensemble du corps et sur chaque segment sur tous nos appareils. Plus on va monter en gamme, plus on aura des informations sur l'eau extracellulaire, plus on aura d'informations sur la qualité cellulaire. Donc voilà, au fur et à mesure, on a d'autres informations qui vont apparaître sur le bilan. Tout à l'heure, justement, tu nous parlais de différents ratios, que ce soit pour les femmes et pour les hommes, un pourcentage. Est-ce que celui-ci varie avec l'âge? C'est-à-dire un sportif qui est en pleine possession de ses moyens à 25 ans, et puis il a eu son pic de carrière, et puis mais il est passionné par son sport, donc il continue toujours à faire son sport, à faire ses entraînements, et puis il a 55 ans, et il pratique toujours. Est-ce qu'il a toujours les mêmes indices? Est-ce qu'il peut toujours se fier à ces mêmes indices? Ou est-ce que ces indices-là, ou cette tranche-là, évolue dans le temps? Alors, d'un point de vue de santé, elle sera toujours identique. Après, si on parle d'un point de vue de performance, euh, au plus on vieillit, normalement, au plus on devient sage. Et du coup, c'est aussi ça sera vraiment en fonction du coup de l'athlète et de ce qu'il a pu connaître ou vivre, de pouvoir évaluer cette partie-là. C'est vrai que plus on vieillit, forcément, plus on aura tendance du coup à faire enfin voilà, à avoir une masse grasse un peu plus importante. L'objectif, c'est toujours de la garder un niveau intéressant d'un point de vue de santé. Et après, d'un point de vue de performance, ça va vraiment varier parce que forcément, il y a d'autres problématiques qui vont rentrer en jeu. Plus on vieillit, plus on va forcément avoir du mal à synthétiser la masse musculaire. Enfin voilà, il y a d'autres problématiques qui rentrent en compte. Mais je pense que oui, c'est sûr que un affûtage quand on a 25 ans et un affûtage quand on en a 50 doit être pris différemment et surtout peut-être un peu plus léger. Dans le sens où il faut garder une bonne masse musculaire quand on vieillit parce que c'est vraiment notre capital mobilité lorsqu'on vieillit, mais il faut aussi garder une certaine masse grasse. C'est dans les recommandations pour les personnes âgées. Je parle d'âgées, hein, là je parle plus, mais on recommande quand même de garder un certain pourcentage de masse grasse parce que c'est important en cas de problématique de santé. Ok, top. Du coup, moi, j'ai une dernière question qui est moins sur la mesure de masse grasse, mais plus sur le bon régime, parce qu'on en parle souvent avec Arnaud. Et toi, c'est vrai que tu es diététicien, entre autres choses. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire en 2 mots, c'est quoi ta recommandation générale pour un bon pourcentage de masse grasse, pour un régime sain et équilibré? Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça et qu'est-ce que toi, tu recommandes aux sportifs? Alors, c'est une question très vague et à la fois très précise. Ça va vraiment dépendre du sport. Aujourd'hui, je suis encore quelques athlètes, mais quand je suis un peu plus d'athlètes, euh, l'objectif, c'est vraiment déjà que l'athlète il trouve du plaisir dans son assiette. Pour moi, c'est vraiment primordial. C'est un élément essentiel. Ensuite, évaluer, enfin, je veux dire, l'appareil de bioimpédance-métrie. Je veux dire, aujourd'hui, bien sûr, on peut trouver le régime parfait pour la personne, mais c'est aussi un outil avec lequel ça nous permet de rééquilibrer et de viser juste. Et en cas
on va dire, non-réussite ou de stagnation, et ben, ça permet de pouvoir trouver le petit élément peut-être sur lequel on n'a pas joué, qui permet de modifier la composition corporelle de la personne et pour elle aussi de performer un peu plus. Donc, le bon régime, j'aurais envie de dire, forcément, hein, c'est ce qu'on connaît tous, hein, c'est du coup forcément consommer des glucides autour des entraînements, que ça soit avant, après. Moi, j'aime bien aussi quand même essayer d'amener des athlètes à consommer plus de légumineuses. Aujourd'hui, on n'en consomme pas assez. Il y a énormément de choses à l'intérieur. On pense surtout d'ailleurs à les faire tremper avant de les utiliser si on les achète en sec. Après, à côté de ça, apporter des sources de protéines de qualité plutôt qu'aller chercher une énorme quantité, des énormes assiettes, peut-être fractionner un peu plus son alimentation. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans notre alimentation, on se tourne beaucoup vers à chaque fois de la viande musculaire, mais il n'y a pas que ça aussi. C'est aussi important d'avoir un petit peu de matière grasse dans la viande, parce que aujourd'hui, enfin, si on prend nos ancêtres, ils mangeaient tous les éléments de l'animal. Ils mangeaient pas seulement le muscle. Donc voilà, c'est assez important. Et puis bien sûr, après, à côté, il faut des légumes, il faut des fruits. Voilà. Et puis après, voilà aussi un petit peu un côté plaisir pour ceux qui aiment bien le chocolat, pour ceux, voilà, chacun un petit peu ses petits plaisirs. Tu me rassures, là tu me rassures. Je culpabiliserai moins ce soir. J'ai une dernière question, Mathis, pour toi, c'est le rythme de la pesée. Parce que quand on pense aux sportifs de haut niveau, moi j'ai connu beaucoup de sportifs qui, au lever, chaque matin, se pèsent. Toi, en tant que professionnel, c'est quoi ta préconisation sur ça? Parce qu'après, on parlait de charge mentale. Là, je peux te dire qu'au niveau charge mentale, tu es au maximum. C'est quoi ta préconisation? C'est une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les jours, une fois tous les 2 jours? C'est quoi ta préconisation sur la pesée? Ça n'a pas forcément de lien avec la masse grasse, mais on est dans cette notion de poids, tu vois ce que je veux dire? Et de contrôle du poids. Ouais. Alors, se peser tous les jours, moi, je vois pas d'intérêt dans le sens où aujourd'hui, même si on se pèse tous les matins, ainsi de suite, notre corps évolue. Par exemple, on fait une grosse séance home trainer la veille au soir, et le lendemain, forcément, on n'a peut-être pas encore refait tous nos stocks en eau. Donc, par exemple, ça peut être un élément. Et là, on va se dire, ah yes, j'ai perdu. Mais en fait, non, on a perdu que de l'eau. Et donc, pour réellement modifier sa composition corporelle, ça prend plusieurs mois. Nous, sur nos appareils, on recommande tous les mois. Si on est sur une modification assez rapide, dans le sens où il y a un vrai travail sur l'alimentation qui est fait, un vrai travail sur la partie sportive qui est faite, toutes les 2 semaines, ça peut être intéressant. Mais après, pour moi, une pesée, si jamais vraiment on fait que de la balance, une fois par semaine, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Bon, un grand merci pour cette réponse. En tout cas, on est déjà sur la fin de cet épisode consacré à un sujet essentiel, la masse grasse. Nous espérons très clairement, avec Camille et Mathis, que cette discussion a été instructive et qu'elle a clarifié de nombreux aspects de ce concept parfois complexe. La compréhension de la masse grasse est cruciale pour notre santé et notre bien-être. Nous avons appris en t'écoutant, Mathis, et en échangeant comment elle influence notre corps, notre métabolisme et notre estime de soi, parce que ça très clairement, la relation, le rapport au poids, la masse grasse, a très clairement une relation avec l'estime et la confiance en soi. Il est important de se rappeler que la masse grasse n'est pas simplement une question d'apparence physique, justement, mais également un indicateur de notre santé globale. Ouais, merci beaucoup Mathis pour ton temps, tes connaissances et tes explications qui étaient vraiment hyper limpide. On espère que vous avez acquis de nouvelles perspectives, des nouvelles infos pour un équilibre sain entre la masse grasse et la masse musculaire. Et vous l'avez compris, on le dit souvent, Mathis partage aussi, je pense, cette opinion, c'est que chaque personne est différente. Il est essentiel de trouver ce qui fonctionne pour votre corps, vos entraînements, votre style de vie. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel. N'oubliez pas que comme l'a très bien dit Mathis, un chiffre sur une balance, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Il y a d'autres indicateurs à prendre en compte et du coup, il existe plein de moyens qui sont sains et durables pour gérer votre poids. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner et on vous rappelle... l'entreprise de Mathis, ça s'appelle InBody France et j'ai vu qu'il y avait un locator... Je ne sais pas comment on dit en français, je m'excuse, mais un truc pour localiser en fait les appareils proches de chez vous, si vous voulez aller vous faire mesurer. Moi je l'ai pas encore fait, mais je trouve ça vraiment très très intéressant et je pense qu'à terme je vais le faire, même si je suis un peu grassouillette en ce moment, mais tant mieux. Moi, je m'engage à le faire. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis sur les réseaux sociaux, à laisser un commentaire également sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Vos retours sont très précieux car avec Camille, on aime bien avoir vos retours pour savoir justement dans quelle direction aller, quel contenu créer pour qu'il soit pertinent pour vous et pour la communauté du podcast Dans la tête d'un cycliste. Un grand merci à vous. Merci Mathis pour ta disponibilité,
pour ton professionnalisme. Merci beaucoup, Prenez c'était un vrai soin de plaisir. votre santé, soyez bienveillants envers vous-même et rappelez-vous que votre bien-être est une priorité. À très bientôt. Merci Camille et à très bientôt pour un nouvel épisode. À très Merci vite. Arnaud, à beaucoup. bientôt.